Qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui que vous pensez que la démocratie a reculé dans votre pays, le Bénin? Je vais être un peu cru. En gardant le cadre de la bienséance, bien entendu. Oui. Et vous savez, tout système démocratique fonctionne lorsqu'il y a une justice indépendante. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif en réalité est le dernier pouvoir normalement dans une démocratie. Il y a le pouvoir législatif qui fait les lois pour qu'on puisse le vivre ensemble, le pouvoir exécutif qui permet de faire exécuter ces lois, et le pouvoir judiciaire qui permet de faire respecter ces lois qu'on s'est données ensemble. Lorsque l'exécutif met sous sa coupole tous les autres pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la démocratie, nous rentrons soit dans un totalitarisme, soit dans une kakistocratie, parce qu'on fait la promotion de cancre au niveau de la justice. Et vous pensez que c'est ce qui se passe dans votre pays? C'est ce qui se passe dans mon pays. Le droit, il est mort dans mon pays. J'ose le dire honnêtement. Depuis 2016 à nos jours, lorsque le ministre de la Justice, d'abord le député, le président du groupe parlementaire, on gagne les élections, le président de Parti Talon gagne les élections en 2016, il nomme le président de la commission des lois, qui est son avocat, ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui fait une loi qu'on l'enlève de là pour pouvoir valider la conformité de cette loi, on le met à la Cour constitutionnelle pour faire valider cette loi. Une loi dont il a été l'initiateur. Il a été l'initiateur. Donc, vous vous dites, le droit, il est mort chez nous. Mais pire. Mais il peut avoir été initiateur d'une loi qui est conforme à la Constitution. Non. C'est pas contradictoire. Toute la classe civile, c'est-à-dire que tout le peuple, tous les avocats de renom de ce pays ont dit que ce code pénal est inadapté. Mais on y va plus loin. Ils font maintenant aujourd'hui, depuis il n'y a pas d'élection, ils font une élection, ils font un code électoral où le clergé, les imams, la société civile, tout le monde dit que ce code, c'est un code exclusif et explosif. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut exclure. Et quand je vais aller dans le sens du juge Juan Carlos, la fraude, elle commence déjà par la loi. Lorsque vous faites une loi où on demande à ce que des partis puissent avoir 20% au national pour pouvoir lever un député, sachez que dans les 24 circonscriptions de notre pays, ça dit que si vous n'avez pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pouvez pas lever un député. Donc des fois, vous pouvez avoir dans 23 circonscriptions électorales les 20% et dans une seule circonscription électorale, ils s'arrangent pour vous donner 2%. Alors, et c'est eux qui s'accaparent les 109 députés du pays. Alors, s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils font voter une loi qui va dans ce sens, au fait, la démocratie aussi... reste à la loi. Non, la démocratie aussi, c'est protéger la minorité. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais c'est d'abord la voix de la grande majorité. Parce que dans la démocratie, il y a un grand point qui est la solidarité. C'est important. Et l'exercice de la souveraineté par le peuple. C'est très important ce que vous dites. Ce qui est amusant dans son cas, c'est que le président ne s'en cache même pas. Le président lui-même, il le dit souvent avec humour. On se souvient lors d'une rencontre avec l'ancien président Yahi Boni et des députés, je crois, de l'opposition, il a dit, bon, à part la démocratie, reconnaissez que je travaille bien. Le président du Bénin dit devant le MEDEF en France, moi j'ai supprimé le droit de grève, par exemple. En attirant des investisseurs. C'est un exemple pour montrer comment les conditions aujourd'hui sont propices à l'investissement, notamment étranger, pour attirer des investisseurs. Il a dit, chez moi, on ne grève pas n'importe... Moi, je ne porte pas de jugement sur la question, mais au moins, le droit de grève est limité. Aujourd'hui... Oui, parce qu'il faut distinguer la limitation du droit de grève à la suppression du droit de grève. Oui. Parce que ça dépend du système qui est en place. Si vous avez un système libéral ou ultra-libéral, dans un tel système, le droit de vote n'est pas bien vu. Vous voyez ? C'est vrai. Donc, le droit de grève est plutôt réduit et très limité. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, il y a des syndicats, mais
le droit de grève est très encadré. Vous voyez. Donc ce n'est pas forcément... tout dépend du modèle économique dans lequel vous êtes. Mais si je reviens à votre question, c'est-à-dire que le développement et la démocratie suppose que dans la démocratie, il y a des principes qui sont plus sensibles à la bonne gouvernance. Vous voyez? Parce que dans un pays démocratique, quand l'État est démocratique, on sait que, comme on l'a dit, l'État est soumis au droit. Donc quand vous avez des acteurs de la vie économique qui ne respectent pas les lois ou les règles, on sait qu'on peut compter sur une justice qui est libre et indépendante pour pouvoir avoir des sanctions. Vous voyez, donc on a plus confiance, par exemple, à aller investir dans un pays démocratique parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur, on va signer des contrats. Et si ces contrats ne sont pas exécutés, on peut compter sur une justice qui est libre pour pouvoir faire triompher ses droits. Mais si vous êtes dans une tyrannie, les tyrannies en général, ça n'attire pas beaucoup les investisseurs. Parce que les investisseurs ont peur. Vous voyez, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils signent, ils signent en fait des contrats avec des arbitrages. Ils vont dire que s'il y a un conflit, bon, on va aller juger, on va être jugé dans un autre pays et pas chez vous. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les investisseurs veulent être sûrs que s'il y a un souci dans le cadre de leur contrat, ils pourront défendre leurs droits de façon équitable. Donc la démocratie, oui, ça aide beaucoup pour la bonne gouvernance parce que ça participe, ça permet à la justice d'être libre, d'être impartiale. Oui. Un quart de siècle, de 2091, un truc, le Bénin l'a fait. Le Bénin était cité en exemple. Le Sénégal même aussi, si ce n'était pas aussi parfait. Oui. On a vu des présidents de la Cour constitutionnelle chez nous qui ont désavoué le président de la République. Mais aujourd'hui, soit on nous dit nous allons vers une dictature et ensemble on décide d'aller vers cette dictature. Mais si insidieusement on glisse parce qu'on s'est arrangé pour venir par les urnes au pouvoir et qu'on prend maintenant tout l'appareil d'État, on met sous coupole la justice, le législatif, et on glisse dangereusement vers la dictature, ce n'est pas le choix du peuple. Donc il faudrait qu'on s'asseye. C'est pour ça que nous, au Bénin, nous demandons au président de la République, le président Paï Talon, qu'il faut un dialogue national. On va s'asseoir, on va décider ensemble si on veut une dictature ou si on veut une démocratie. Il ne va pas nous l'imposer, parce que c'est une oligarchie. Mais il a été élu, il est en cours de mandat. Hein. Non, il est en cours de mandat. Le mandat finissant. Vous imaginez qu'on est à 1 an des élections? Non, pas à 1 an. À 2 ans. Non. C'est en 2026. Non. On est en 2024. On est en octobre. Le dépôt des candidatures de président pour les élections présidentielles commence dans 1 an, le 14 octobre 2025. Mais on ne connaît aucun candidat parce que le président, lui, il a dit que c'est à 6 mois des élections que lui va décider. Donc, il veut imposer à toute la classe politique sa volonté, son désidératat. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est ce qui se fait parce que... Mais il a le droit de se prononcer quand il veut? Non, mais laissez-moi vous expliquer un truc assez simple, 2 minutes. En 2021, le président Joël Aliou, un camarade de lutte, a dit qu'il est candidat. Qui sera candidat? Non, il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2021. Oui. Ainsi que l'ancienne ministre, Mme Ricky Amadougou. Oui. On les a fait kidnapper et on les a condamnés à 10 et 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Parce qu'ils ont décidé tout simplement d'être candidats. Ça, c'est ce que vous dites. Mais non. Ça, c'est pas ce que dit la justice béninoise. Non. La justice béninoise, sur la base d'éléments matériels, me semble-t-il... C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons, nous, intellectuels, d'accord, en allant dans le sens de cette justice. Ah, mais écoutez... Parce que nous l'avons su qu'elle est sous sa botte, la botte du président. Qui suis-je, moi, pour porter Je suis un acteur politique. Sur la justice? Je suis un acteur politique. Voilà une justice où on arrête quelqu'un. Tout de suite, le procureur, il énumère les faits. 2 jours après, les faits d'accusation changent. 3 jours après, les faits d'accusation rechangent. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dise, on vient poser la question à un candidat à une élection présidentielle, où est-ce qu'il a trouvé la caution 50 millions pour payer? Un professeur titulaire, un constitutionnaliste de renom, qui est consultant pour l'ONU, ne peut pas avoir 50 millions pour payer une caution. Non. Mais ça s'entend. Donc, nous, en tant que camarades de lutte de ce professeur, je sais que ce dossier, il est vide. Et vous demandez au Bénin un dialogue, un dialogue national pour savoir si on veut continuer sur la voie de la démocratie
ou sur la voie de la dictature, mais on ne va pas nous l'imposer. D'accord, très bien. Votre propos est très clair. Brice Nzamba, encore une fois. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est qu'il dit, dans son pays, le Bénin, une présidente de Cour constitutionnelle a déjà désavoué le président de la République. C'était Mathieu Kérékou, à l'époque. Sauf que la dernière fois que la présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique a désavoué le président, le lendemain, c'est la police et la gendarmerie qui ont encerclé les bâtiments de la Cour constitutionnelle et qui l'attendaient. Et dans la foulée, le président prend un décret et l'envoie à la retraite rapidement. Oui, c'est pour la question véritable de la volonté politique et de l'instrumentalisation de l'appareil de l'État. Absolument. Mais on en revient, de mon point de vue, au même point. C'est-à-dire que soit on joue le jeu des principes, soit on corrompt les principes. C'est-à-dire que vous avez le problème de la démocratie en Afrique, c'est un faux problème. C'est un faux problème. La vérité, c'est que est-ce que les hommes politiques africains veulent appliquer les principes et être à la hauteur de la dignité d'être humain? C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes président d'une cour constitutionnelle et qu'on vous soumet une procédure ou un recours, bah, vous appliquez la loi. Si véritablement vous êtes dans la dignité, vous appliquez les textes. Maintenant, s'il y a un risque à prendre, bah, vous prenez le risque. Voilà. Donc, c'est magistrat qui a dit non à Mathieu Kérékou. Ce n'est pas un surhomme. C'est un homme comme tous les autres. Absolument. Mais qui a voulu être probe. Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ce qu'il faut. Alors, on pêcherait à ne pas rendre hommage quand même à de nombreux chefs d'État sur le continent qui font le jeu démocratique, qui respectent. Quand vous voyez par exemple le président ghanéen inviter ses prédécesseurs à déjeuner au palais, c'est beau. Absolument. Ça traduit la beauté, la maturité du peuple ghanéen. Quand vous voyez au Nigeria, il y a combien? 5 anciens chefs d'État. On ne peut pas expliquer aux Nigériens, vous avez eu tort d'avoir organisé l'alternance démocratique. Non. On ne peut pas dire aux Gambiens, vous avez eu tort d'avoir chassé Yaya Jammeh, que l'alternance ne sert à rien, vous aurez dû laisser Yaya Jammeh. On ne peut pas reprocher à George Weah d'être parti du pouvoir. Yann Kama au Botswana a dit, moi, même le deuxième mandat est trop long pour moi, je vais aller élever des vaches au village. Absolument. Et il a abrégé son mandat et il élève aujourd'hui les vaches au village, comme Obasanjo fait du poulet au Nigeria. J'aurais pu citer Chissano au Mozambique, Joyce Panda au Malawi. Il faut que nous, francophones, nous arrêtions de penser que la démocratie ne marche pas en Afrique. Ça marche dans les pays anglophones. Absolument. Et parfaitement. Et jusqu'à la dernière présidentielle, ça marchait aussi au Sénégal. Donc nous sommes capables.